Mon mari me trompait avec ma belle-fille de 21 ans tous les week-ends. Alors mon fils et moi les avons emmenés dans un endroit désert et leur avons fait subir une chose terrible. Commentez ce que vous pensez qu'il va se passer. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail. Votre aide est très importante. L'odeur du café fraîchement infusé embaumait la cuisine lorsque j'ai réalisé que quelque chose clochait ce samedi matin. Bernard, mon mari depuis 42 ans, arrangeait ses cheveux grisonnants devant le miroir du salon avec un soin qu'il n'avait pas manifesté depuis des décennies. À 67 ans, je connaissais chacun de ses gestes, chacun de ses soupirs, chacun de ses regards. Et ce regard ne m'était pas destiné. « Je vais sortir avec Chloé pour régler quelques affaires pour son entreprise », dit-il sans me regarder dans les yeux, ajustant la chemise habillée qu'il réservait pour les grandes occasions. Ma belle-fille d'à peine 21 ans descendit l'escalier, de notre maison à Lyon à ce moment précis, portant une robe rouge que je ne lui avais jamais vue, ses cheveux lâchés, embaumés d'un parfum sucré qui emplit la pièce. Mon cœur s'est serré. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. « Quel genre d'affaires règle-t-on le samedi ?» demandai-je en essayant de garder une voix ferme tout en mélangeant le sucre dans mon café. Chloé me lança un sourire froid, de ceux qu'elle utilisait lorsqu'elle voulait paraître polie, mais cachait quelque chose. « Madame Dubois, vous savez comment c'est. Le monde des affaires ne s'arrête pas le week-end, » répondit-elle en attrapant le sac à main cher que Bernard lui avait offert le mois précédent. Un sac qui coûtait plus que ma retraite entière. Antoine, mon fils de 23 ans, marié à Chloé, depuis 2 ans, ne leva même pas les yeux de son téléphone portable. Il était assis à la table de la cuisine, mangeant le pain beurré que j'avais préparé, comme si cette situation était la chose la plus normale au monde. « Fils, tu ne vas pas avec eux ?» demandai-je en observant sa réaction. Il haussa les épaules, toujours concentré sur l'écran de son téléphone. « Pas besoin, c'est une histoire de fournisseur, une affaire ennuyeuse, » murmura-t-il, sans même regarder sa femme qui se dirigeait déjà vers la porte. Pendant 6 mois, cette scène s'est répétée tous les samedis. Toujours la même excuse, toujours la même hâte, toujours ce parfum cher que Chloé ne portait que dans ces occasions. Je faisais semblant d'y croire, je préparais le déjeuner, pour leur retour, et je restais là, seule avec mon fils qui préférait rester collé à son téléphone portable plutôt que de me parler. Notre maison, une construction simple mais chaleureuse que ma mère m'avait laissée en héritage, à Keskalilin, toujours était l'endroit où toute la famille se réunissait. Des chambres suffisantes pour tout le monde, un jardin avec les rosiers que j'ai plantés quand je me suis mariée, une grande cuisine où j'ai passé la moitié de ma vie à préparer des repas avec amour. C'est là que Bernard a amené Antoine. Quand il était bébé, c'est là que nous avons célébré chaque anniversaire, chaque réussite. Mais ces dernières semaines, la maison semblait différente. Les chuchotements entre Bernard et Chloé quand ils pensaient que je n'écoutais passent. Les appels qu'il prenait sur la terrasse, toujours à voix basse, toujours en regardant autour de lui pour être sûr que je n'étais pas dans les parages. La façon dont elle me regardait pendant le déjeuner, comme si j'étais un vieux meuble, qui gênait la décoration. Un après-midi de mardi, alors que je pliais le linge dans le jardin, j'ai entendu ma voisine Madame Lemoine m'appeler par-dessus le mur. C'était une femme de 70 ans, veuve depuis 5 ans, qui a toujours su tout, ce qui se passait dans notre rue tranquille. « Magnolia, ma chérie, puis-je te parler d'une chose ?» dit-elle, le visage inquiet. J'ai lâché le linge et je me suis approchée de la clôture qui séparait nos jardins. « Bien sûr, Madame Lemoine. Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle regarda autour d'elle, comme si elle voulait s'assurer que personne d'autre n'écoutait. « Écoute, je ne sais pas si je devrais dire ça, mais... Hier, j'ai vu ton Bernard et Chloé entrer dans ce motel sur la route. Le motel Paradis. J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté. Mes jambes ont flanché et j'ai dû m'appuyer sur la clôture pour ne pas tomber. « Tu es sûre, Madame Lemoine ?»« Oui, oui. Je revenais de la consultation médicale avec ma fille quand je les ai vus tous les deux. Au début, j'ai pensé que je pouvais me tromper, mais c'était bien lui, oui, portant cette chemise à carreaux que tu laves et que tu étends toujours sur le séchoir. Ce soir-là, j'ai préparé le dîner comme je le faisais toujours. Bernard est rentré à la maison un peu avant 7 heures, Chloé quelques minutes plus tard.
tous les deux avec la même histoire de toujours. Réunion avec des fournisseurs, questions d'entreprise, circulation difficile. Antoine a dîné en silence, comme d'habitude, puis est allé regarder la télévision dans le salon. Je me suis couchée à côté de l'homme avec qui j'ai partagé 42 ans de ma vie, faisant semblant de dormir pendant qu'il prenait un long bain, chantonnant doucement comme il ne l'avait pas fait depuis des années. Le parfum sucré de Chloé collait encore à ses vêtements. C'est cette nuit-là que j'ai décidé que j'avais besoin de savoir la vérité, même si elle détruisait tout ce que je croyais sur ma famille. Parce que ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la trahison, c'était de réaliser que tout le monde était au courant et que tout le monde avait choisi de me laisser de côté, de me traiter comme si j'étais invisible dans ma propre maison. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que la partie émergée d'un mensonge bien plus grand, qui impliquerait non seulement mon cœur, mais aussi tout ce que j'avais construit pendant toute une vie de travail et de dévouement. Le lendemain, matin, j'ai fait semblant d'être malade et j'ai demandé à rester à la maison pendant que tout le monde partait à ses activités. Bernard est allé travailler à l'atelier de mécanique où il était associé depuis 15 ans, Antoine est parti pour son emploi au supermarché et Chloé a dit qu'elle allait rendre visite à sa mère. Dès que la maison fut vide, j'ai commencé ma propre enquête. D'abord, je suis allée dans le bureau de Bernard. Il a toujours été trop organisé, chaque papier à sa place, chaque document rangé avec soin. Mais quand j'ai ouvert le tiroir, du bureau, j'ai trouvé quelque chose qui a glacé mon sang. Un reçu de carte de crédit du Motel Paradis, daté exactement du samedi précédent. Ma gorge s'est serrée. J'ai pris le papier avec des mains tremblantes et j'ai lu chaque détail. Hébergement pendant 4 heures, payé avec la carte que j'avais moi-même demandée à la banque à son nom, quand je voulais aider aux dépenses de la maison. L'argent qui a payé cette trahison provenait de ma propre retraite. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé 3 autres reçus identiques, tous de samedis différents des 2 derniers mois. Tous payés avec la carte qui était à mon nom. Je me suis assise sur la chaise du bureau, regardant ces papiers comme s'ils étaient des condamnations à mort. 42 ans de mariage, résumés à des reçus de motel, cachés dans un tiroir. Quand j'ai entendu le portail grincer, j'ai rapidement tout remis en place et je suis retournée dans ma chambre, faisant semblant de me reposer. C'était Chloé, qui arrivait plus tôt que prévu. À travers l'entrebâillement de la porte, je l'ai vue aller directement dans la chambre qu'elle partageait avec Antoine. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu le bruit de la douche. Cet après-midi-là, quand tout le monde était à la maison, j'ai essayé d'agir normalement. J'ai préparé le dîner, j'ai mis la table, j'ai appelé tout le monde à manger. Mais chaque geste était un effort immense. J'observais Bernard couper la viande que j'avais assaisonnée avec tant de soin. J'observais Chloé complimenter la nourriture avec ce sourire faux. J'observais mon fils manger en silence, comme si rien au monde ne le préoccupait. « Demain, je vais ressortir avec Chloé », annonça Bernard au milieu du dîner. « Nous devons régler quelques détails avec le fournisseur de perles. » Perles. L'entreprise d'artisanat de Chloé vendait des bracelets et des colliers simples au marché le dimanche. Elle n'avait pas besoin de fournisseur spécial, encore moins de réunions qui duraient toute la journée. Mais il était là, à me mentir, à ma propre table, à manger la nourriture que j'avais préparée, à utiliser l'argent que j'aidais à payer les factures. « C'est bien que vous vous entendiez si bien », ai-je réussi à dire, en forçant un sourire. « C'est important que la famille s'entraide. » Chloé me regarda avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose là. Du mépris, de la pitié, de l'amusement. C'est vrai, Madame Dubois, la famille, c'est tout. Ce soir-là, allongé à côté de Bernard, j'ai attendu qu'il s'endorme pour pouvoir pleurer en silence. Mais il ne dormait pas. Il est resté à manipuler son téléphone portable jusqu'à près de minuit, tapant des messages à voix basse, avec un sourire sur le visage que je n'avais pas vu depuis des années. Un sourire qui ne m'était pas destiné. Le vendredi suivant, j'ai fait semblant de sortir faire des courses au centre-ville, mais en réalité, je me suis cachée chez Madame Lemoine pour observer notre rue. À 10 heures du matin, j'ai vu Bernard sortir de la maison habillé comme pour une fête. Une demi-heure plus tard, Chloé est sortie aussi, portant une robe bleue que je ne lui avais jamais vue et portant un petit sac à main. 2 heures plus tard, Madame Lemoine m'a appelé sur mon téléphone portable. « Magnolia, ils sortent du motel maintenant, les deux ensemble. » Je suis rentrée à la maison le cœur brisé en morceaux.
Je me suis assise dans la cuisine où j'ai passé tant d'années à préparer des repas pour cette famille, et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis la mort de ma mère. Ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, c'était des larmes de colère, de déception, d'une douleur qui semblait ne pas avoir de fin. Quand ils sont rentrés à la maison, chacun à une heure différente pour ne pas éveiller les soupçons, j'étais en train de préparer le déjeuner normalement. Bernard est entré en sifflant. Chloé est passée devant moi sans dire bonjour, et Antoine est resté collé à son téléphone portable, comme toujours. C'est pendant le déjeuner que j'ai pris le courage de parler. « Bernard, j'ai besoin de te parler d'une chose importante. » Il a arrêté de mâcher et m'a regardé avec irritation. « Qu'est-ce qu'il y a encore, Magnolia ?» « C'est à propos des dépenses de la carte de crédit. J'ai regardé les factures et... »« Tu as fouillé dans mes affaires ?» m'a-t-il interrompu, la voix altérée. Chloé et Antoine ont arrêté de manger pour prêter attention à la conversation. « Je ne fouille rien. La carte est à mon nom. J'ai le droit de savoir où mon argent est dépensé. »« Ton argent ?» Bernard a frappé sa fourchette sur son assiette. « Depuis quand mon salaire est-il devenu ton argent ? Depuis quand tu as commencé à utiliser ma retraite pour payer le motel ?» ai-je répondu, me surprenant moi-même par mon courage. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Bernard est devenu rouge, Chloé a pâli, et Antoine a finalement levé les yeux de son téléphone portable. Pendant un moment, j'ai pensé que tout allait s'arranger, qu'ils allaient avouer, demander pardon, que nous allions pouvoir en parler comme une famille. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. « Tu deviens folle, Magnolia », dit Bernard, sa voix froide comme la glace. « Paranoïaque avec l'âge. Tu inventes des choses qui n'existent pas. »« J'invente » ai-je répété, incrédule. « Bernard, j'ai les reçus. »« Quels reçus ? Tu n'as aucun reçu parce qu'il n'existe aucun reçu, » cria-t-il en se levant de la table. « Tu es malade, femme, malade de la tête. » Chloé s'est levée aussi, posant sa main sur l'épaule de Bernard dans un geste qui m'a transpercé comme un poignard. « Calme-toi, beau-père. Madame Dubois est juste confuse. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne me battais pas seulement contre une trahison. Je me battais contre un plan très bien orchestré où j'étais dépeinte comme la folle de l'histoire, la femme paranoïaque qui inventait des choses. Et le pire de tout, mon propre fils assistait à tout en silence, sans me défendre. Dans les jours qui ont suivi cette dispute, notre maison s'est transformée en un champ de mines. Bernard me parlait à peine, et quand il le faisait, c'était toujours avec ce ton de quelqu'un qui parle à un enfant capricieux. Chloé a commencé à me traiter avec une politesse exagérée, de celle qui blesse plus que n'importe quelle grossièreté. « Voulez-vous que je vous aide à vous souvenir où vous avez laissé vos lunettes, Madame Dubois ?» demandait-elle, avec un sourire doux. Parfois, l'âge nous fait oublier les choses. Antoine restait silencieux, mais maintenant ses regards étaient différents. Il y avait une froideur là que je n'avais jamais vue auparavant, comme si j'étais une étrangère. Vivant dans sa maison, mon propre fils, que j'ai allaité, dont j'ai pris soin quand il était malade, pour qui j'ai travaillé double pour lui donner une éducation, me regardait maintenant comme si j'étais un problème à résoudre. Pendant une semaine entière, ils sont sortis ensemble tous les jours, toujours avec la même excuse des fournisseurs, revenant toujours avec des histoires élaborées sur des réunions et des négociations. Je faisais semblant d'y croire, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de mourir petit à petit. C'est un après-midi de jeudi que tout a changé. Chloé était sortie pour acheter du matériel pour son entreprise, et Bernard était à l'atelier. Antoine travaillait tard au supermarché. J'ai décidé de nettoyer la chambre du couple, comme je le faisais toujours, quand j'ai trouvé quelque chose qui a fait complètement s'effondrer mon monde. Sous le matelas du lit, où Antoine dormait avec Chloé, il y avait une enveloppe brune. À l'intérieur, des documents qui ont glacé mon sang. Des relevés bancaires d'un compte que je ne connaissais pas, ouverts à mon nom, avec des mouvements de 50 000 €. De l'argent qui avait été emprunté en utilisant ma maison. Comme garantie. Ma maison. La maison que ma mère m'a laissée, où j'ai élevé mon fils, où j'ai construit toute une vie. Il l'avait utilisée comme garantie pour un prêt que je ne savais même pas qu'il existait. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé d'autres documents, des contrats, des justificatifs et le pire de tout, des plans d'un appartement dans un quartier chic de la ville, avec des notes sur les meubles et la décoration.
Sur la dernière page, une note écrite à la main par Bernard. « Notre nouvelle vie commence ici. » Je me suis assise sur le bord du lit, tenant ces papiers avec des mains qui tremblaient tellement que j'avais du mal à lire. 50 000 euros. Une fortune pour nous. De l'argent qui était utilisé pour que mon mari et ma belle-fille construisent une nouvelle vie. Sans moi. Le bruit de la porte d'entrée m'a tiré de ma transe. C'était Chloé, qui rentrait plus tôt. J'ai rapidement tout remis en place et j'ai fait semblant de ranger la chambre. Elle a monté les escaliers en chantonnant, est passée, devant moi sans rien dire, et est allée directement à la salle de bain. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai observé chacun de leurs gestes avec d'autres yeux. La façon dont Bernard et Chloé échangèrent des regards quand ils pensaient que je ne regardais pas. Comment Antoine participait à ces regards, comme si tous partageaient un secret dont j'étais exclue. « Maman, » parla Antoine pour la première fois depuis des jours. « Tu ne penses pas qu'il est temps de penser à l'avenir ?»« Comment ça, fils ? Cette maison est trop grande pour que tu t'en occupes toute seule, et tu n'es plus si jeune. » Bernard s'éclaircit la gorge et ajouta « Ce qu'Antoine veut dire, c'est qu'il serait peut-être bon de chercher un endroit plus adapté pour toi. »« Adapté ?» ai-je répété, faisant semblant de ne pas comprendre. « Un endroit où tu pourrais avoir plus de soins, » ajouta Chloé, sa voix mielleuse comme du venin. « Il existe de très bons endroits pour les personnes du 3e âge, avec des infirmiers, des activités. » Mon cœur s'est emballé. Il parlait de maison de repos. Il voulait m'y interner. Mais je n'ai pas besoin de soins spéciaux. Je vais bien. Je m'occupe de la maison seule depuis des années. « Maman, tu es très confuse ces derniers temps, » dit Antoine en évitant de me regarder dans les yeux. « Inventer des histoires de motel, se méfier de tout le monde, ce n'est pas normal. »« Ce n'est pas normal ?» Ma voix sortit plus forte que... Je ne l'avais prévu. Ce n'est pas normal qu'une femme s'inquiète quand son mari commence à agir bizarrement. Bizarrement, Bernard frappa du poing sur la table. C'est moi qui suis bizarre, ou c'est toi qui deviens vraiment folle? Je me suis levée de table sans finir de manger. Je suis montée dans ma chambre et je m'y suis enfermée. De l'autre côté de la porte, je les ai entendus chuchoter dans la cuisine. Je ne comprenais pas les mots, mais le ton était celui de conspirateurs, de personnes planifiant quelque chose. Pendant la nuit, je n'ai pas réussi à dormir. Je n'arrêtais pas de penser aux documents que j'avais trouvés, aux prêts contractés, à mon nom, à l'appartement qu'ils avaient l'intention de louer. Tout commençait à prendre un sens terrible. Le lendemain matin, Bernard est parti tôt pour l'atelier. Mais avant de partir, il a embrassé Chloé sur le front dans un geste affectueux qu'il ne me montrait plus jamais. Antoine est parti travailler sans même dire bonjour. Chloé est restée à la maison, mais enfermée dans la chambre, parlant doucement au téléphone. J'ai profité du fait que j'étais seule dans la cuisine pour appeler ma nièce Noémie, la fille de ma sœur qui habite à Paris. Noémie a toujours été intelligente, diplômée en gestion, et la seule personne de la famille en qui je pouvais encore avoir confiance. « Tante Magnolia, quelle surprise! Comment vas-tu ?»« Noémie, j'ai besoin d'une faveur urgente. Peux-tu vérifier s'il existe un prêt à mon nom? Un mouvement bancaire que je ne connais pas ?» Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Tante, il s'est passé quelque chose ?» Je lui ai tout raconté. La trahison, les documents trouvés, les conversations sur la maison de repos. Noémie m'a écouté en silence, posant des questions ponctuelles qui montraient qu'elle comprenait la gravité de la situation. « Tante, c'est très sérieux. Je vais tout vérifier aujourd'hui même et je te rappelle. Mais s'il te plaît, ne dis à personne que nous avons parlé. » La journée passa lentement comme un film d'horreur. Chaque bruit de la maison me faisait peur, chaque regard que je recevais semblait porter des menaces. Quand Noémie a rappelé, en fin d'après-midi, sa voix était chargée d'inquiétude. « Tante, j'ai trouvé le prêt. 50 000 euros, utilisant ta maison comme garantie. La signature, on dirait la tienne, mais je connais ton écriture depuis des années. Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. » « Comment ça, étrange ? On dirait qu'elle est fausse, tante. Et il y a plus. J'ai trouvé des mouvements sur un compte courant que tu ne savais même pas que tu avais. L'argent est transféré régulièrement sur un compte au nom d'une agence immobilière. Mon monde s'est complètement effondré à ce moment-là. Ce n'était pas seulement une trahison amoureuse.
C'était un plan élaboré pour me voler tout ce que j'avais, me déclarer incapable et m'interner pour qu'il soit libre de vivre avec mon argent. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai entendu des pas dans l'escalier. C'était Chloé, qui descendait pour préparer le dîner. Elle est passée devant la cuisine en me saluant avec ce sourire faux de toujours, mais cette fois, j'ai vu à travers le masque. J'ai vu la froideur calculatrice, la cupidité, le manque total de scrupules. Ce soir-là, pendant le dîner, ils sont revenus sur le sujet de la maison de repos. Cette fois, avec plus d'insistance, parlant de visites que nous pourrions faire, de comment ce serait bon pour moi d'avoir la compagnie d'autres personnes de mon âge. Mais je n'étais plus la femme naïve qui croyait chaque mot. Maintenant, je savais exactement ce qu'ils prévoyaient, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose de différent de la douleur dans ma poitrine. J'ai ressenti de la colère, une colère froide, calculée, qui m'a donné une clarté que je n'avais pas eue depuis longtemps. Il était temps de leur montrer que j'étais bien plus intelligente qu'ils ne l'imaginaient. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai fait semblant d'être la femme confuse qu'ils voulaient que je sois. J'ai accepté des suggestions de visiter des maisons de repos, j'ai fait semblant d'oublier où j'avais rangé les clés, et j'ai même simulé de petits épisodes de confusion. Mais derrière le masque de fragilité, je planifiais chaque mouvement avec la précision d'un général. Noémie m'appelait tous les jours, toujours à des heures où je savais que j'étais seule. Elle avait engagé un avocat à Paris et nous avons découvert des choses qui m'ont encore plus stupéfiée. Non seulement le prêt avait été contracté avec ma signature falsifiée, mais l'argent était utilisé pour payer un appartement de luxe qui était déjà en train d'être meublé. Tante, ils ont déjà signé un contrat de location. De suite, espace gastronomique, tout payé d'avance pour 1 an, m'a raconté Noémie un après-midi de mardi. Et il y a plus, j'ai trouvé des preuves que ton Bernard a démissionné de l'atelier. Il ne travaille plus depuis 2 semaines. Mon sang s'est glacé. Comment ça, il ne travaille pas? Il a quitté son emploi, tante. Probablement pour se consacrer entièrement à l'escroquerie qu'ils sont en train de te faire subir. Escroquerie. Le mot a résonné dans ma tête toute la journée. Je n'étais pas seulement une épouse trahie. J'étais victime d'une escroquerie élaborée par 3 personnes que j'aimais plus que ma propre vie. Ce soir-là, j'ai fait semblant d'avoir mal à la tête et je me suis retirée tôt dans ma chambre. Mais à travers le mur fin qui séparait ma chambre de la terrasse, j'ai réussi à entendre une conversation qui m'a fait trembler d'horreur et de colère. Combien de temps allons-nous devoir supporter cette mise en scène? C'était la voix de Chloé, basse mais claire. Elle commence à se méfier. Encore 1 mois et nous réglons tout, répondit Bernard. L'appartement sera prêt la semaine prochaine, et j'ai déjà parlé au directeur de la maison de repos Saint-François. Ils acceptent son cas comme une urgence. Et si elle ne veut pas y aller? Demanda Antoine. Mon propre fils, ma chair et mon sang, discutant de comment se débarrasser de moi. Elle n'a pas le choix. Bernard rit doucement. Avec les rapports médicaux que nous avons obtenus, prouvant qu'elle souffre de démence sénile, aucun juge ne laissera une folle rester seule dans une maison de cette taille. Quels rapports médicaux? Ma voix intérieure cria, mais je continuais à faire semblant de dormir, même avec le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Le médecin que tu as trouvé a été très serviable, commenta Chloé. Il n'a même pas eu besoin de l'examiner correctement. Il a juste vu les histoires que nous avons racontées sur les confusions mentales et a signé les papiers. 50 000 € bien investis, soupira Bernard satisfait. Dans 6 mois, nous vendons cette maison, nous remboursons le prêt et il restera encore de l'argent pour commencer notre nouvelle vie. Sa retraite paiera la maison de repos correctement. J'ai dû mordre l'oreiller pour ne pas crier. Ils n'avaient pas seulement prévu de me voler, ils avaient obtenu des rapports médicaux falsifiés pour me déclarer folle. Tout froidement calculé, chaque détail pensé pour que je me retrouve sans aucune défense. « Et si quelqu'un se méfie ?» demanda Antoine. « Qui va se méfier ?» Chloé rit. Elle n'a pas d'amis proches, les voisins savent déjà qu'elle est bizarre. Et tu es le fils inquiet qui ne veut que le meilleur pour sa mère. Une histoire parfaite. La conversation continua pendant quelques minutes, mais j'en avais assez entendu. Quand ils se sont finalement tus, je suis restée allongée dans le noir, planifiant ma propre stratégie. Ils avaient sous-estimé la femme à laquelle ils avaient affaire. Le lendemain matin, j'ai appelé Noémie très tôt, avant que personne ne se réveille.
J'ai besoin de toi ici en urgence. J'ai découvert des choses qui vont tout changer. Je suis déjà en train de faire mes valises, tante. J'arrive demain. J'ai passé toute la journée à jouer mon rôle de femme confuse. J'ai demandé où était le sucre qui était juste devant moi. J'ai appelé Chloé par le nom de ma sœur et j'ai même fait semblant de ne pas me souvenir si j'avais pris mon médicament pour la tension. Ils échangèrent des regards satisfaits, comme si je confirmais chaque mot des faux rapports. « Tu vois comme elle empire ?» commenta Bernard avec Antoine pendant le déjeuner, parlant de moi comme si je n'étais pas présente. Hier, elle a demandé 3 fois quelle heure il était. « Il faut qu'on accélère les choses, » répondit Antoine, sans même me regarder. Ce n'est juste, ni pour elle, ni pour nous, de laisser cette situation continuer. Juste, mon fils parlant, de justice, alors qu'il prévoyait de me voler et de m'abandonner dans une institution. La douleur que j'ai ressentie à ce moment-là était plus grande que toute trahison de Bernard. Noémie est arrivée vendredi après-midi, se présentant comme une nièce qui venait me rendre visite. Ils l'ont accueillie avec une politesse forcée, surtout quand elle a mentionné qu'elle travaillait dans une banque et qu'elle comprenait les documents. « C'est bien que tu sois venue, » dit Bernard, avec ce sourire faux que je connaissais si bien. « Ta tante a vraiment besoin du soutien de sa famille. Elle est un peu confuse. »« Confuse comment ?» demanda Noémie, faisant semblant de s'inquiéter. « Oublie, méfiance, invente des histoires, » énuméra Chloé avec un air dramatique. Hier, elle a juré qu'elle avait trouvé des papiers étranges dans la chambre, mais quand nous lui avons demandé de les montrer, elle ne se souvenait plus. Où elle les avait rangés. Noémie me regarda avec une expression de compréhension parfaite. Oh là là, comme c'est inquiétant. Elle a toujours été si lucide. Ce soir-là, après que tout le monde se soit endormi, j'ai montré à Noémie les documents que j'avais trouvés. Elle a photographié chaque page avec son téléphone portable, a pris des notes détaillées et m'a expliqué exactement l'ampleur de l'escroquerie qu'ils étaient en train de me faire subir. Tante, ils ont falsifié ta signature sur au moins 6 documents différents. Ils ont ouvert un compte à ton nom, ont contracté un prêt en utilisant ta maison comme garantie et ont même obtenu de faux rapports médicaux. C'est du crime organisé. Crime organisé par 3 personnes de ma propre famille. Qu'est-ce que je fais, Noémie? Demain, nous allons chez le notaire et nous protégeons tes biens. Ensuite, nous irons au commissariat pour tout signaler. Mais il y a une chose que je dois te demander. Es-tu prête à aller jusqu'au bout? Parce qu'une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai regardé par la fenêtre de la chambre le jardin où j'ai passé tant d'années à m'occuper des rosiers, la maison où j'ai élevé mon fils avec tant d'amour, la vie qu'ils étaient en train de détruire avec tant de froideur. Je suis prête, Noémie, très prête. Le samedi matin, j'ai fait semblant de ne pas me sentir bien et j'ai demandé à Noémie de m'emmener chez le médecin dans une ville voisine. Bernard et Chloé se sont proposés pour venir avec nous, mais Noémie a dit que ce n'était qu'une consultation de routine, que nous reviendrions vite. Dans la voiture, alors que nous nous éloignions de Lyon, j'ai senti pour la première fois depuis des mois que j'avais le contrôle de ma propre vie. « Où allons-nous d'abord ?» ai-je demandé. « Chez le notaire, tante. Aujourd'hui, tu vas faire quelques changements qu'ils n'ont jamais imaginés. » Quand nous sommes arrivés chez le notaire de la ville voisine, je n'étais plus la femme confuse et fragile qu'ils pensaient manipuler. J'étais une dame de 67 ans déterminée à lutter pour ses droits, même si cela signifiait détruire pour toujours les liens familiaux qui avaient un jour été le centre de ma vie. Parce que parfois, se protéger soi-même signifie accepter que certaines personnes que nous aimons sont capables de nous détruire sans ciller. Chez le notaire, j'ai signé des documents qui ont complètement protégé mes biens. J'ai transféré la maison à une fiducie au nom de Noémie. J'ai annulé toutes les procurations que Bernard avait et j'ai bloqué toute possibilité de mouvement financier sans ma présence physique et consciente. Le notaire, un monsieur d'une 60aine d'années, a été impressionné par ma lucidité. « Vous prenez des décisions très judicieuses », a-t-il commenté en tamponnant les papiers. Malheureusement, nous voyons beaucoup de cas de famille qui profitent de personnes âgées. Vous avez été très intelligente de vous protéger. Intelligente. Il y a des mois que personne ne m'avait appelée intelligente. Tout le monde me traitait comme si j'étais une pauvre femme en train de perdre la raison. De là, nous sommes allés directement au commissariat de police. Le commissaire, le docteur Martin, a écouté mon histoire avec attention,
a examiné toutes les preuves que Noémie avait organisées et son expression est devenue de plus en plus sérieuse. Madame Dubois, cela constitue plusieurs crimes, falsification de documents, escroquerie, association de malfaiteurs. Je vais ouvrir une enquête immédiatement. Association de malfaiteurs? Ai-je répété, encore choqué d'entendre ma famille être décrite ainsi. 3 personnes agissant ensemble pour appliquer une escroquerie financière. C'est exactement ce que cela constitue, a-t-il expliqué avec gentillesse. Voulez-vous porter plainte contre toutes les personnes impliquées? J'ai regardé Noémie, qui me serrait fort la main. J'ai pensé à mon fils, que j'ai porté dans mes bras, à qui j'ai appris à marcher, à parler, à être un homme. J'ai pensé à Bernard, avec qui j'ai partagé 42 ans de vie. Mais j'ai aussi pensé aux nuits blanches que j'ai passées à pleurer, aux plans cruels que j'ai entendus sur la terrasse, à la froideur avec laquelle ils ont prévu de me voler et de m'abandonner. Oui, je veux, contre tout le monde. Nous sommes rentrés à la maison en fin d'après-midi. Bernard et Chloé étaient dans le salon, anxieux faisant semblant d'être inquiets. Antoine est rentré du travail peu après. « Comment s'est passée la consultation, maman ?» a-t-il demandé. Et pour la première fois depuis des mois, il m'a regardé directement dans les yeux. C'était très éclairant, fils. Vraiment très éclairant. Pendant le dîner, ils ont agi normalement, mais je sentais une tension dans l'air. Peut-être pressentait-il que quelque chose était différent. Noémie est restée dormir, occupant la chambre d'amis, et a dit qu'elle ne retournerait à Paris que lundi. C'est dimanche matin que tout s'est effondré pour eux. J'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand j'ai entendu des voitures s'arrêter devant la maison. Par la fenêtre, j'ai vu 2 policiers en civil s'approcher du portail. Mon cœur s'est emballé, non pas de peur, mais d'une satisfaction que je n'aurais jamais imaginé ressentir. « Il y a quelqu'un à la porte !» ai-je annoncé, faisant semblant d'être surprise. Bernard est allé ouvrir, encore en pyjama. À travers la porte de la cuisine, j'ai vu quand l'un des policiers a montré sa carte et a dit « Monsieur Bernard Dubois, nous avons un mandat de perquisition et un ordre d'arrestation provisoire. » Le bruit qu'il a fait en laissant tomber la tasse de café par terre a alerté Chloé et Antoine, qui sont descendus en courant. La scène qui a suivi était à la fois terrible et libératrice. « C'est une erreur !» criait Bernard pendant qu'un policier lui expliquait ses droits. « Ma femme souffre de démence, elle ne sait pas ce qu'elle fait. »« Papa, qu'est-ce qui se passe ?» demandait Antoine, sincèrement confus. C'est alors que le commissaire Martin est entré dans la maison. Il m'a regardé avec un sourire respectueux. « Madame Dubois, pouvez-vous nous montrer où se trouvent les documents que vous avez mentionnés hier ?»« Bien sûr !» ai-je répondu, en montant les escaliers avec une fermeté que je ne montrais plus depuis des mois. « Ils sont tous dans la chambre de Chloé. » Le visage de Chloé, quand elle a réalisé que je savais, tout a été quelque chose que je n'oublierai jamais. La panique pure, la compréhension qu'elle avait complètement sous-estimé la vieille dame confuse. « Vous saviez ?» bégaya-t-elle. Je savais chaque document falsifié, chaque centime volé, chaque plan pour m'interner dans une maison de repos, ai-je répondu calmement. Je savais tout. Quand les policiers ont trouvé les documents cachés sous le matelas, quand ils ont vu les preuves de l'appartement loué, quand ils ont confronté les faux rapports médicaux, le masque de tout le monde est complètement tombé. Bernard a essayé de me blâmer. Elle était malade. Elle a tout inventé. Chloé pleurait en disant qu'elle avait été influencée, qu'elle ne voulait faire de mal à personne. Mais c'est la réaction d'Antoine qui m'a le plus marquée. Quand il a compris l'ampleur de ce qui s'était passé, quand il a réalisé qu'il allait être arrêté avec les autres, il s'est tourné vers moi, avec une colère que je n'avais jamais vue. « Vous avez détruit notre famille !» a-t-il crié. « Il suffisait d'accepter d'aller à la maison de repos. Vous auriez été bien traité. »« Bien traité ?» ai-je répété, ressentant un calme étrange. Volé, abandonné et enfermé loin. « De tout ce que j'ai construit dans la vie ? Vous êtes une vieille femme égoïste. Vous n'avez pensé qu'à vous. » À ce moment-là, en regardant le visage bouleversé de mon fils, j'ai compris que j'avais perdu ma famille, il y a longtemps. Ceux qui étaient arrêtés là, ce n'étaient pas les personnes que j'aimais, c'étaient des étrangers cruels qui ont utilisé mon amour contre moi.
Pendant que les policiers organisèrent les documents et préparèrent les transports, Noémie est restée à mes côtés, me tenant la main. « Tante, es-tu sûre de vouloir aller jusqu'au bout ?» J'ai regardé par la fenêtre du salon le jardin, où j'ai passé tant d'années heureuses, la table où nous avons servi tant de repas en famille, l'escalier où j'ai entendu les premiers pas de mon fils. Tout cela avait été profané par la cupidité et la cruauté. Je suis sûre, Noémie, pour la première fois depuis des mois, j'en suis absolument sûre. Quand les trois ont été emmenés par les policiers, la maison est restée silencieuse, pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas le silence pesant des derniers mois, chargé de mensonges et de conspirations. C'était un silence de paix, de libération. Noémie est restée avec moi pendant 1 semaine de plus, m'aidant à organiser ma nouvelle vie. Nous avons découvert que l'argent du prêt pouvait être récupéré, que la maison était en sécurité, que ma retraite continuerait d'être garantie. « Tante, et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» Je me suis assise sur la terrasse, observant les rosiers que j'avais moi-même plantés il y a des décennies. Ils continuèrent de fleurir malgré toute la tempête qui avait traversé notre maison. Je vais vivre, Noémie. Pour la première fois depuis longtemps, je vais simplement vivre. 6 mois plus tard, Bernard, Chloé et Antoine ont été condamnés pour escroquerie et falsification de documents. Le médecin qui avait signé les faux rapports a perdu son autorisation d'exercer. Tout l'argent a été restitué. Ils m'ont contacté plusieurs fois, me demandant pardon, affirmant qu'ils avaient été influencés les uns par les autres, qu'ils voulaient une nouvelle chance. Mais j'ai appris une leçon précieuse. Certaines trahisons sont si profondes que pardonner serait une trahison contre moi-même. Aujourd'hui, à 67 ans, je vis seule dans ma maison. Mais je ne me sens pas seule. J'ai la paix de celle qui dort sans se soucier de savoir si quelqu'un complote contre moi. J'ai la dignité de celle qui a lutté pour ses propres droits. J'ai la fierté de celle qui a découvert que l'âge n'est pas synonyme de fragilité. Parfois, quand j'arrose mes rosiers en fin d'après-midi, je me souviens des mots qu'Antoine a criés le jour de l'arrestation, que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi. Et vous savez quoi? Il avait raison. Pour la première fois de ma vie, j'ai pensé à moi-même. Et c'est exactement ce qui m'a sauvée.